Radio Libertaire, la voilà, la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 125e, avec ce matin dans le studio Jean, à l'instruction publique, à l'art en particulier, dont il va nous faire un petit non, il va vous causer dans le poste de comment dirais-je, dans Tableau du maître flamand par Arturo Pérez Reverte, né en 1951. Mais Jean aime bien les choses comme ça. Bien, je vais vous passer notre Jean tout de suite, qui va vous dire un petit mot sur ce qu'il va nous raconter durant cette émission. Bon, Jean. Oui, salut à tous. Effectivement, après il y a un écho, Robert, je sais pas si on l'entend à l'antenne. Après le rappel de Robert du postulat, on peut appeler ça comme ça, de cette émission, effectivement, on ira du côté des maîtres flamands avec Arturo Pérez Reverte, et puis on fera aussi un petit clin d'œil à nos amis Christine et Raoul de l'association pour l'estampe et l'art populaire. Enfin, vous verrez tout ça tout à l'heure. Ah, l'écho a disparu, qu'est-ce que c'est agréable. Salut Piquet-Cou. Tu nous manques déjà parce que... Cette émission qui vous parle de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors des CSI, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité de l'art. Il y a encore eu un petit problème parce que j'avais pas ouvert mon micro, et donc Jean, vous l'entendiez, et moi ça devait faire des petits blancs entre moi. Tout ça va s'arranger. Faut dire que je reviens d'un congrès extraordinaire de la FA et que j'ai un peu la tête qui est un peu vermoulue. Bon, c'est un peu le problème aussi quand on confie de telles responsabilités à un coloriste. Oui. Tu vois, les petits blancs, les grands noirs, enfin... Bien, on va passer tout de suite une deuxième pause musique, enfin une deuxième musique. Je rame décidément, c'est terrible. Bon, on l'envoie. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées. Bon, le truc a pas l'air de fonctionner correctement. On se demande ce qui se passe. Bien. Le CD ne fonctionne pas, donc je vais l'éjecter. Hein ? Ouais, c'était parti, je vais le mettre sur le 2. On verra si sur le 2 ça fonctionne mieux. Je suis désolé les camarades, mais le voilà. Sur le 2. C'est l'avantage du direct, surtout quand on n'a pas un technicien à la régie. Bien, je vais vous parler tout de suite de la minute de militance de Raymond Lascience. Mon Jean, d'habitude, me laisse toujours la parole, donc je pense que cette fois-ci aussi, il va me la laisser. Pour évoquer avec vous, enfin, vous parler de l'éditorial du dernier numéro du Monde Libertaire, le 1649, du 3 au 9 novembre 2011, c'est-à-dire le 9 c'est demain, donc je suis pas complètement hors des clous. Voilà, je vous lis donc cet éditorial. Les lecteurs ont sans doute apprécié, les lecteurs du Monde Libertaire évidemment, et aujourd'hui les auditeurs de Radio Libertaire. Donc les lecteurs ont sans doute apprécié le silence de la rédaction à propos des primaires socialistes. C'est vrai qu'on ne voudrait pas être à leur place, supposition qu'ils soient élus en 2012 après 10 ans de hold-up néolibéraux, commis en toute impunité par une association de malfaiteurs méritant plus le nom de repris de justice que de représentants du PLOP. Il leur restera tout juste les yeux pour pleurer. Avec les trous et autres endettements, il va leur falloir continuer à prendre tout plein de mesures fiscales et antisociales parfaitement impopulaires. C'est la coutume en franchouillis qu'en période d'alternance, la gauche se mange les dégâts du précédent pillage droitier. Ouais, c'est le ping-pong, quoi. Un coup à toi, un coup à moi. Mais l'essentiel pour eux, c'est d'être au pouvoir et de pouvoir se goinfrer. Il va en falloir des
titata pour faire passer la mère pilule. Il va en falloir des complaisances centralo-syndicales. Mais on le sait, ils y arriveront. Et la place sera bien propre quand les réacs, par la grâce de la prétendue démocratie représentative et du formatage des cerveaux, siffleront dans 5 ou 10 ans la fin de la récré. On ne va pas les plaindre, ces réformistes timorés, ces sociaux-traîtres, comme on disait encore il y a peu. La soupe leur semble bonne à laper, tout comme à leurs concurrents sortis des mêmes écoles. Oui, il faut dire que droite-gauche, ils sortent de la même boîte. L'ENA, même goût prononcé pour les passe-droits et les faveurs galantes, même absence de programme, ou plutôt un seul, moi, même ambition égoïste, même déni de la lutte des classes, même abandon de toute justice sociale, même complaisante servilité devant le MEDEF, les puissances financières, bancaires, multinationales, même aveugle foi bigote dans un capitalisme voyou, considéré comme fin de l'histoire, même surréaliste confiance en la divine croissance, même regard pudiquement détourné devant les violeurs et les assassins de la nature, cette belle et bonne fille qui ne peut donner que ce qu'elle a et qui n'en peut plus. Sombre période en perspective. Mais ça, tout le monde en est, je crois, à peu près conscient. Sauf que si les gens sont conscients, ils vont quand même aller voter, ces connards. Plus que jamais, à n'en pas douter, les anarchistes préféreront au pèlerinage quinquennal à Sainte-Marie de mes 2 urnes, s'investir quotidiennement dans les luttes, les réalisations autogérées, l'occupation de la rue, pour patiemment bâtir une société sans pouvoir, fédérative et libertaire, mon Jean. À toi de jouer. Oui, mon Jean, je te passe le micro. Excuse-moi. Wow. Là, tu vas voir, je suis pas très très loin de toi. Hein. Ouais. Et puis je dirais quand même, pour faire un petit commentaire sur ce que tu dis, que si l'activité politique, s'il y avait moins en fait d'avantages pécuniaires, tu vois, liés à l'activité politique, on assainirait peut-être tout ça un petit peu au moins. François Hollande a quand même proposé hier de réduire de 30%. Il a promis, je dirais même. Il a promis, s'il était élu, de réduire de 30% les émoluments des ministres, ses propres émoluments et les émoluments de ses ministres. Voilà. 30%, c'est un début, c'est pas assez. Oui, on verra. Hein? Non, mais là, on est en période. Ouais, parce qu'après, vous nous expliquez que finalement, pour des raisons parfaitement pratiques, ça ne va pas être tout à fait possible. Enfin bon, on verra bien. Hein. Oui, on verra bien, mon Jean. En tout cas, ça colle pas mal à ce que tu as dit, puisque selon un récent sondage, 54% des Français, quand je dis 54% des Français, on va mieux dire 54% des sondés, oui, hein, bon, qui sont environ 1000 et quelques, seraient prêts à faire un effort personnel pour redresser les comptes publics de la France. Oui. Alors, bon, je crois que je te l'ai déjà faite, Robert, mais t'as la gentillesse d'oublier régulièrement une partie au moins des choses ouais, que je peux te dire, c'est pratique, ça me... Tu veux dire que je suis sénile, en quelque Non, sorte. pas du tout, non, mais je pense que ça fait partie de ta gentillesse. Oui, bien sûr. Ça me permet de te resservir de temps à autre Voilà. Est-ce que tu connais, donc je pense que je te l'ai déjà faite, mais tu vas me le dire, hein, est-ce que tu connais, Robert, la seule vraie différence entre un mec de droite et un mec de gauche? Non, mon Jean. Eh ben en fait, cette différence, c'est la notion de partage. Tu vois? Ah, d'accord. Ouais. Le mec de droite, tu vois, veut tout garder pour lui, alors que le mec de gauche veut bien partager le fric du mec de droite. Voilà. Et puisqu'on parle de sondage et de sonder profond même. Oh oui, on peut le dire. La Cour d'appel de Paris a refusé hier l'ouverture d'une enquête pénale pour favoritisme dans un dossier concernant les très importantes dépenses de l'Élysée en sondage divers, ayant bénéficié en 2007 à un proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Quand je dis un proche conseiller, c'est pas en 2007, c'est aujourd'hui. L'inénarrable Patrick Buisson, surtout connu pour avoir été le directeur de la rédaction du torchon d'extrême droite Minute pendant près de 10 ans. Suivant l'avis du parquet, la chambre d'instruction a infirmé l'ordonnance rendue en mars par un juge d'instruction qui s'estimait à même de déclencher des investigations à 6 mois de l'élection présidentielle.
La Cour estime que l'immunité pénale du président de la République, écoute ça bien, hein, écoute bien ça, la Cour estime que l'immunité pénale du président de la République empêche toute investigation sur ses actes. Bah, bravo. L'association anticorruption Anticor va se pourvoir en cassation, hein, mais on imagine bien ce que ça va donner. Je précise que l'affaire prévoyait un versement annuel de 1,5 million d'euros à ce même Patrick Buisson, hein, plus 10 000 euros de rémunération mensuelle, tout ça évidemment sur le dos du contribuable, hein, pour des sondages flatteurs pour l'Élysée. Voilà. Tu veux par exemple un exemple de ces sondages bidons commandés par l'Élysée et payés par le contribuable, Ah bah oui mon Jean. Robert? Voilà. Oui mon Jean. Eh ben, il y en a un tout récent, là, qui nous indique que si le premier tour de la présidentielle avait lieu demain, la candidate du Front National, Marine Le Pen, obtiendrait 27% des voix des agriculteurs contre 33% à Nicolas Sarkozy. Le président sortant et la présidente du FN laisseraient loin derrière eux les autres candidats. Tu vois, par exemple, François Hollande recueillerait 12%, François Bayrou 10%, Jean-Luc Mélenchon 6%, Dominique de Villepin, Nicolas Dupont-Aignan et Eva Joly 3% chacun. Et puis viennent derrière un certain nombre de candidats, dont Frédéric Nious, le candidat de Pêche Nature et Tradition, à 1%, tu vois, à moins de 1% chacun. Voilà. Alors, en même temps, tu vois, ça a une utilité, hein. Grâce à ce beau sondage, tu vois, qui a été payé encore une fois une fortune, le petit ventilateur élyséen sait ce qu'il lui reste à faire, hein. En 2012, seuls voteront les agriculteurs. Et il sera réélu. C'est pas beau, ça? Ah oui, c'est magnifique, mon Jean. Voilà, le Premier ministre François Pignon a annoncé un nouveau train de mesures d'austérité pour tenir compte de prévisions de croissance revues à la baisse, hein, bien sûr, et respecter les objectifs de la France en matière de réduction des déficits. Quand on dit les objectifs de la France, on peut préciser plutôt les dictats de Bruxelles, hein. Ouais. Nous voulons protéger les Français contre les graves problèmes auxquels font face d'autres pays européens. Bien sûr. Le mot faillite n'est plus un mot abstrait, a-t-il martelé, rappelant qu'il avait lui-même utilisé cette expression taboue dès 2007. Il s'était d'ailleurs fait taper sur les doigts, hein. Bon. Alors, je l'ai déjà peut-être faite aussi, celle-là, tu me le diras, je me rappelle plus très bien. Mais est-ce que tu connais le comble du vide? Non, tu l'avais pas faite, mon Jean. Je l'avais pas faite, bon. Est-ce que tu connais le comble du vide, Robert? Eh ben, c'est deux miroirs qui se font face. Ah, d'accord. Ou bien encore, hein. Autour il faut imaginer ça autour de la grande table ovale du salon Murat à l'Élysée, tu sais, où a lieu le conseil des ministres. Le conseil des ou bien, le comble du vide, ça pourrait être des ministres UMP autour de la table du salon Murat, tu vois, qui cherchent une idée en se grattant la tête, tu vois. Ça peut être aussi ça, le comble du vide, hein. Voilà. Et puis, deux principes majeurs guident ce plan d'austérité, hein, le plan d'austérité annoncé donc hier par François Pignon, hein. D'abord, ne pas se contenter de naviguer à vue. La plupart des mesures auront un impact durable, avec un cap affiché, hein, évidemment, celui du zéro déficit en 2016. Autrement dit, quand les socialistes auront seront en 2016. Hein. Ensuite, aux affaires. Les coupes dans les dépenses devront représenter au moins la moitié de l'effort, hein, avec une idée en tête, on ne dépense pas plus qu'on ne crée de richesse. Bon, tu vois, Robert, j'imagine que le coucou présidentiel, là, aux 20 000 euros l'heure de vol, hein, le désormais fameux Air Frog One, hein, en référence à la grenouille française qui se voudrait plus grosse que le bœuf américain, hein, va forcément être mis à rouiller dans un hangar de la base militaire de Villacoublay, hein. Ne m'appelez plus jamais France, tu te rappelles de cette chanson de l'inénarrable Michel Sardou. Oui. Michel Sardou, d'ailleurs, au passage, qui menace de voter à gauche, dis donc. Dis donc. Tu te rends compte. Ça donne une indication sur le changement, quoi. Voilà. Et puis pour finir, hein, c'est désormais officiel. Le président d'honneur du mouvement des citoyens, hein, Jean-Pierre Chevènement, se lance dans la cour à l'Élysée. Non. Bah mince alors, hein, moi qui croyais qu'il était sorti du coma. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, mon Robert. Merci, mon Jean. Eh bien, écoute, petit commentaire, petit codicile à ce que tu disais précédemment concernant
ces sondages, je sais pas, des choses comme ça, que nos chers ministres ont consommé 600 millions d'euros de sondages pour les 10 premiers mois de l'année. Vous voyez, 600 millions, imaginez 600 millions d'euros de sondages. Alors, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'ils économisent en supprimant plusieurs dizaines de milliers de postes de fonctionnaires dans une année, quoi, le double même, parce que je pense que oui, ça doit être le double. Non, c'était 500 millions qu'ils économisaient, donc là 600 millions de sondages bidons, parce que et commandés à quelques instituts de sondage privilégiés. Et voilà, donc c'est ça la rigueur. Voilà, vu par payer les 100 millions manquants. Ouais. C'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios, avec notre Jean, notre hussard noir, qui a l'instruction publique et particulièrement artistique, pour vous en mettre un peu entre les oreilles, sans notre Piquet-Cou, qui est au chagrin, dans une espèce de bâtiment kafkaïen du côté de Palais Royal. Salut, Piquet-Cou, courage, fuyons en soutien dans ton dur labeur. Bon, sur Radio Libertaire, à Raquel, la 125e, et je rappelle que c'est quand même la plus rebelle des radios, avec les plus rebelles des animateurs. C'est parti. Parce que même si ce système s'exprime Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, toujours sans maître, toujours sans pub, avec notre histoire de CD qui déconne complètement. Bon, bah écoute, mon Jean, tu peux enchaîner avec ton texte sur le tableau des maîtres flamands. S'il te plaît, mon Jean. Bah c'est un peu la panique ici dans le studio parce que vraiment je comprends pas. Enfin bon. Ouais. Bon, l'émission va peut-être s'achever vers midi, tu vois. Parce ouais. que bon, Piquet-Cou n'est pas là ce matin, mais c'est quand même elle. Il faut signaler que c'est quand même elle qui nous avait fait la programmation musicale. Donc ouais. Ce début de morceau, c'était Kenny Arcana, Ordre Mondial. Oui, qu'on a tenté de mettre sur la platine numéro 1 qui n'a pas fonctionné, et sur la platine numéro 2 non plus. C'est peut-être la gravure du CD, je sais pas, non. Oh bah dis donc, j'ai pourtant fait des gros efforts. Non, mais mon Jean, écoute, où c'était... c'est possible. Ouais, c'est possible, parce que ça fait 2 fois que ça s'arrête à peu près au même endroit. Bon. Donc le tableau du maître flamand, oui, par Arturo Pérez-Revert. Pérez-Revert, comme tu l'as dit, il est né en 1951. Pour une fois que Robert nous donne une date, c'est quasiment l'occasion de faire la fête. Oui, mon Jean, moque-toi. Édité en... J'ai pas grand-chose à dire, sauf que ça a été édité, donc ce tableau du maître flamand, en Espagne en 1990, et ce roman policier à tiroir a obtenu lors de sa sortie en France 3 ans plus tard le Grand Prix de littérature policière. Dans son métier, il n'était pas rare de faire des trouvailles imprévues en restaurant des tableaux, des meubles ou des reliures anciennes. Depuis 6 ans qu'elle était restauratrice, elle avait vu d'innombrables esquisses abandonnées, corrections d'originaux, retouches, repentirs d'artistes et même des falsifications. Mais jamais encore
une inscription masquée sous la peinture d'un tableau. 3 mots que révélait la photo au rayon X. Elle s'empara de son paquet froissé de cigarettes sans filtre et en alluma une, incapable de détourner les yeux des clichés. Aucun doute possible, puisque tout était là sur les positifs des plaques radiographiques, 30 par 40. L'esquisse originale de la peinture, un tableau flamand du XVe siècle, nettement visible dans le dessin minutieux au verdaccio, les veines du bois et les joints collés des 3 panneaux de chêne qui formaient le fond, support des tracés successifs, des coups de pinceau, des glacis de couleurs que l'artiste avait appliqués pour créer son œuvre. Et dans la partie inférieure, cette phrase cachée que la radiographie mettait au jour 5 siècles plus tard, avec ses caractères gothiques qui se détachaient nettement sur le cliché noir et blanc, « Quis necavit equitem ». Julia savait suffisamment de latin pour la traduire sans dictionnaire. « Quis », pronom interrogatif, qui, necavit, de neco, tuer, equitem, accusatif singulier de eques, cavalier ou chevalier. Au mode interrogatif, que l'emploi de quis rendait évident, donnant un air un peu mystérieux à la phrase « Qui a tué le chevalier ?» C'était pour le moins déconcertant. Elle avala une bonne bouffée de sa cigarette, qu'elle tenait de la main droite, tout en remettant en ordre de l'autre main les radiographies étalées sur la table. Quelqu'un, peut-être le peintre lui-même, avait posé dans ce tableau une sorte de devinette qu'il avait ensuite recouverte d'une couche de peinture. Ou quelqu'un d'autre l'avait fait plus tard. La date pouvait se situer dans un créneau d'à peu près 500 ans. L'idée la fit sourire intérieurement. Elle parviendrait à résoudre l'inconnu sans trop de difficultés. Après tout, c'était son travail. Elle prit les radiographies et se leva. La lumière grisâtre qui pénétrait par la grande verrière du toit tombait directement sur le tableau posé sur un chevalet. La partie d'échecs, Huile sur bois, de Pieter van Nuys, 1471. Elle s'arrêta devant la peinture, l'observa longuement. C'était une scène domestique, peinte avec le réalisme minutieux des quattrocentistes. Une scène d'intérieur, de celles avec lesquelles les grands maîtres flamands avaient jeté les bases de la peinture moderne, grâce à l'innovation qu'avait constituée à l'époque la peinture à l'huile. Julia regarda la radiographie qu'elle tenait à la main, puis le tableau, sans pouvoir y déceler à l'œil nu la moindre trace de l'inscription secrète. Elle ferma alors le grand rideau de la verrière pour faire le noir dans son atelier, puis approcha du chevalet une lampe ultraviolette Wood sur trépied. Sous cet éclairage, les matières, peintures et vernis les plus anciens devenaient fluorescents, alors que les modernes disparaissaient dans l'obscurité, ce qui permettait de découvrir les retouches et reprises postérieures à la création de l'œuvre. Mais la lumière noire ne révéla qu'une seule surface fluorescente qui englobait la partie du tableau où se trouvait l'inscription secrète, ce qui voulait dire qu'elle avait été recouverte par l'artiste lui-même ou très peu de temps après l'exécution du tableau. Voilà, alors le tableau du maître flamand de Arturo Pérez-Revert est édité en livre de poche. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Ablot, 75 011 Paris. Métro, Robert. Oberkampf, fille du calvaire, oh, République, excusez-moi, je vais encore patouiller avec le micro. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Publico, P-U-B-L-I-C-O. Merci, mon voilà. Jean. Et librairie au singulier. Et librairie au singulier. Voilà. Merci, mon Jean. Bon, écoutez, on aura zappé une musique qui était prévue et après la minute de Momo la science, on essaiera de vous la passer à la fin parce que ça, c'est quand même un truc assez intéressant. Voyons voir si tout ça.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Racaille, la 125e, avec notre Jean, toujours à l'instruction publique et surtout artistique de vos pommes, sans notre camarade Piquet-Cou qui assure la technique et vous vous êtes aperçu, je suppose, si vous dormez pas complètement, qu'il y a quelques petits bugs, puisque je ne maîtrise pas aussi parfaitement toutes ces choses techniques, cette camarade si dévouée à cette émission, mais qui aujourd'hui, évidemment, est au chagrin comme un mardi sur deux. On a eu la chance de l'avoir 3 mardis de suite, mais faut pas rêver, ça peut pas continuer éternellement. Bien, c'était donc de Jacques Arcadelt, Il Bianco et Dolce Signo. Dolce ou Dolce? Dolce, oui. Dolce Signo. Voilà, bon, c'est une musique de la Renaissance, non? C'est une musique de cette époque épique que nous a trouvé Piquet-Cou. Bon. Voilà. Bien. Ah oui, parce que c'est, comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est donc cette camarade absente qui s'occupe un petit peu de ces histoires de musique. De la fin du Quattrocento. De la fin du Quattrocento, d'accord. J'imagine, mais j'ai pas les dates précises de ce Jacques Arcadelt, c'est un compositeur français. Bien, bon. Enfin, je crois me rappeler. Bien, bon, eh ben, mon Jean va se remettre au charbon pour histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un peintre mystérieux. Peter, bon là on dit Peter ou, on dit Peter, oui. Peter Huyss, 1519-1584, Jean il me contamine avec ces dates, le machin. Mais c'est oui. Oui, mais oui. Je suis content d'avoir réussi à te convaincre. Ça a pris du temps. Hein. On peut pas le dire autrement. Ça a pris du temps. En fait, le Peter Van Huyss qu'a imaginé Pérez Reverte dans son roman, donc le tableau du maître flamand, il situe son activité un siècle plus tôt. Hein, c'est-à-dire, tu as vu, hein, il datait le tableau de 1471. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait, ce tableau, il y a une description assez précise, il en fait une description assez précise, qui emprunte évidemment à la tradition hein, de ces maîtres flamands, et pour les besoins de certaines éditions, il y a évidemment des illustrateurs qui se sont collés à produire cette œuvre qui évidemment n'existe pas, ou qui n'existe que dans l'imagination de Pérez Reverte. Hein. Mais enfin, il y a quand même eu un Peter Huyss, non pas Van Huyss, mais Huyss, qui a œuvré, lui, comme tu le disais, de 1519 à 1584. Quand je dis de 1519 à 1584, c'est à peu près, hein, parce que... Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de registre d'état civil très sérieux. Oui, puis particulièrement ce peintre reste bien mystérieux encore aujourd'hui. Hein. C'est assez compliqué parce que ne subsiste de lui, tu vois, qu'une douzaine en fait de tableaux, et encore les attributions, tu vois, sont-elles sujettes à caution, parce qu'en fait il ne datait ni ne signait ses œuvres. Donc c'est un petit peu compliqué. Sur la douzaine de tableaux donc qui lui sont attribués, il y en a peut-être 5 ou 6 dont on est sûr, et encore, tu vois. Bon. Ce Peter Huyss, en fait, il était le fils du peintre et graveur Adrien Huyss. Hein. Il devint maître, en fait, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Hein. Il devint maître en 1545. C'est pour chatouiller ta nouvelle passion pour les dates. En 1545 à Anvers, et il demeura actif jusqu'en 1577, mais là encore c'est un peu flou, hein, puisque c'est peut-être un petit peu plus. Voilà, on va dire au moins il est resté actif à Anvers jusqu'au moins 1577. Hein. Alors il peignait dans un style, tu vois, qu'on peut comparer à celui de Jérôme Bosch. Hein. Mais enfin, il a produit aussi des sataneries, on peut qualifier ça comme ça, hein, fantasques et humoristiques, tu vois, dans un style qui était plus proche de Bruegel, en fait. Enfin, sa patte était vraiment très proche de Bosch. Hein. Et puis, il a dessiné également des caricatures anticatholiques, hein, ou réalisé des gravures illustrant des livres édités par Christophe Plantin. Hein. Voilà, avec les peintres Jean Wellens de Kock, Erimet de Blesse ou Jean Mandin, hein,
Peter Huyss, il est classé aujourd'hui, disons, dans le groupe des peintres anversois, considérés parfois à tort, c'est du moins mon avis, comme des épigones de Jérôme Bosch, tu vois, dans la tradition de la peinture fantastique, et qui fondèrent ainsi un genre de maniérisme nordique, on peut qualifier ça comme ça. Dans le cas de Huyss, le raccourci est assez injuste, c'est ce que moi je prétends, comme on peut le voir dans son tableau peut-être le plus fameux, La Tentation de Saint-Antoine. Alors, la plupart des artistes du 19e et du 20e ont représenté Saint-Antoine assailli par des créatures féminines d'apparence normale, pour ne pas dire réaliste. Mais d'autres, selon la tradition d'Europe issue du XVIe siècle de Bosch, ont figuré le saint entouré de créatures difformes ou hybrides destinées à dénoncer les hérésies, comme par exemple Matthias Grunewald dans le fameux retable d'Isenheim du musée Unterlinden de Colmar. Je vous avais fait un papier là-dessus, sur ce retable, il y a quelques mois. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais enfin bon, je précise quand même qu'Antoine le Grand ou Antoine d'Égypte, ce sont les deux noms sous lesquels il est connu, ce saint Antoine, est considéré comme le fondateur de l'érémitisme chrétien. Il serait né, là, un peu comme pour Huyss, on n'en est pas très sûr, il serait né en 251 et mort en 356 à l'âge de 105 ans. C'est pratique pour la mythologie, enfin pour sa gloire, c'est assez pratique. Égyptien, mais fervent chrétien dès l'âge de 20 ans, il prend l'évangile à la lettre et distribue tous ses biens aux pauvres, puis part vivre dans le désert en ermite. Tu vois, là, à la manière un peu un anarchiste avant l'heure aussi, quelque part. Là, à la manière du Christ, tu vois, il subit les tentations du diable. Mais si pour le Christ, je rappelle que cela ne dure que 40 jours, pour Antoine, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Les démons n'hésitant pas à s'en prendre à sa vie. Pourtant, ce brave Antoine résiste à tout et ne se laisse pas abuser, tu vois, par les visions tentatrices qui se multiplient. J'ose à peine imaginer quelle forme elles prenaient, mais enfin on en a une certaine idée dans les toiles qui nous sont proposées en particulier par Peter Huyss. D'accord. Voilà, en 312, il change de désert, tu vois, et va en Thébaïde, sur le mont Kolzoum, où se trouve aujourd'hui le monastère Saint-Antoine. Le diable lui apparaît, tu vois, il vieillit, alors comme par hasard, le diable lui apparaît encore de temps en temps, mais seulement de temps en temps, et puis de moins en moins. Surtout, mais enfin, ça ne le tourmente plus comme autrefois. Ce brave Saint-Antoine, voilà. Les religieux ayant adopté son mode de vie solitaire sont appelés les anachorètes, par opposition, tu vois, aux cénobites qui choisissent la vie en communauté monastique. La vie de Saint-Antoine donc et ses tentations ont inspiré de nombreux artistes. J'ai parlé du XVIe siècle, mais aussi du XIXe et du XXe. De nombreux artistes, notamment donc Jérôme Bosch, on l'a vu, il a aussi proposé sa vision des tentations de Saint-Antoine. Peter Bruegel, donc on en a parlé aussi un petit peu, Salvador Dali, pour les plus récents, Max Ernst ou Matthias Grunewald, comme je l'ai dit, mais aussi Diego Velázquez, tu vois, et puis Gustave Flaubert lui a également consacré un récit. Voilà. Bon, moi personnellement, je trouve que la vision proposée par Peter Huyss est l'une des plus saisissantes. Je trouve le résultat, je le trouve assez moderne. C'est assez léché comme peinture. Là encore, on est proche de Matthias Grunewald, du retable d'Isenheim. Et cette toile que vous ne connaissez peut-être pas, pour les Parisiens, elle est visible au musée du Louvre. Tu vois, dans la partie des maîtres flamands, hollandaises, disons, c'est dans l'aile Richelieu, je connais. Au 2e étage, section 10B, voilà. Mais alors, je mettrai un lien soit vers le musée du Louvre sur Internet, s'il y a une reproduction de cette toile, soit j'en mettrai une reproduction sur le blog de l'émission, http://arakai.blogspot.com. Voilà pour Peter Huyss, pas grand-chose d'autre à vous raconter. Non, mais c'est quand même déjà... Oui, bien sûr. Ça permettra à des auditeurs peut-être de découvrir cette
ce peintre flamand. Mais, le Louvre, je veux dire que j'y suis passé la semaine dernière ou cette semaine, je me souviens plus. C'est très longtemps que j'étais pas allé. Enfin, dans la salle Richelieu justement. Et c'est abominable. Ah bon? Ah oui, parce que il y a des hordes de touristes. Je veux pas citer les noms pour pas paraître quand même quelqu'un qui aime pas les gens des autres pays, mais bon. Et c'est vraiment la foire, quoi. C'est impossible de regarder une peinture. Et je sais pas, les éclairages sont mauvais quand ils s'éteignent pas d'ailleurs. Et par exemple, il y avait je suis passé devant le radeau de la Méduse de Géricault, là, qui est quand même une œuvre assez mythique, et ça m'a paru d'une fadeur, vraiment toutes les œuvres, pourtant il y avait Géricault, il y avait Delacroix avec le meurtre de Sardanapale, je sais pas quoi là. Enfin non, je sais, mais je veux dire, encore là il y avait quelques couleurs qui émergeaient, mais c'est d'une tristesse infinie, quoi. Je sais pas, on peut pas franchement regarder des œuvres dans cette espèce de foire, quoi. J'ai jamais. Pour l'éclairage, on peut imaginer quand même que c'est dû à une volonté de protéger avant tout les œuvres. Pour le reste, plus personne ne veut mourir idiot. Non, mais là, ça devient vraiment. On peut plus voir l'expo. Non, le hall central sous la pyramide, on se croirait dans un aéroport, quoi. Tu vois, c'est devant la Joconde qu'on voit d'ailleurs, qu'on peut regarder qu'à 3 mètres. Il y a alors là, c'est non, mais même du côté des romantiques, tout ça. Ah oui, mais c'est partout. Alors, partout. Même les Hollandais, à ton avis, partout. Bon. Non, si tu veux, à côté Orsay, ça paraît un truc, tu vois, presque, on se croit dans une abbaye bénédictine, tu vois. C'est une tranquillité remarquable. Non, ou un cloître cistercien. Oui, un cloître cistercien. Non, je disais juste ça parce que, évidemment, ce dont vous parle Jean, c'est probablement magnifique, mais je crains que, à moins que vous aimiez la foule, le métro et toutes ces choses-là, je crains que vous soyez un peu perturbé dans la contemplation de l'œuvre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mon Jean. Bon.
Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Arakaïla 125e, mes frères, avec notre Jean, toujours à l'instruction publique, et plus particulièrement l'histoire de l'art, pour un peu vous me en mettre entre les oreilles, ce qui n'est pas plus mal, n'est-ce pas, camarades, vous venez d'entendre présentement Gainsbourg et la Bardot dans une chanson un peu aussi qui est un standard maintenant, Bonnie and Clyde. Voilà, mon Jean, c'est tout pour toi. Ouais, je me demandais si tu avais reconnu Brigitte Bardot. Comment ai-je pu douter? Ah, mon Jean, écoute. Brigitte Bardot, dont je conseille, puisque après tout c'est un peu mon travail ici, je conseille la lecture des mémoires. Oui. C'est peut-être le monument élevé à la connerie le plus... Je me demandais où t'allais en dire. C'est son... je crois qu'elle a commis la suite en plus. Enfin, ah ouais, d'accord. Ultérieurement, mais ça, je parle d'un beau pavé qu'on doit toujours trouver dégoté en livre de poche et qui s'appelle Initial Bébé, en référence évidemment à la chanson de Gainsbourg. Je rappelle qu'ils ont eu une histoire... Une histoire de torride. Et alors, je vais passer rapidement, mais ça commence à peu près comme ça, si tu veux. Elle est encore jeune quand elle rencontre son premier amour, le cinéaste Roger Vadim. Oh oui, lui il était plus très jeune d'ailleurs. Qui lui a d'ailleurs pour leur séparation, qui lui a offert ce cadeau, si on peut appeler ça comme ça, qui était et Dieu créa la femme. Et alors, elle se répand pas mal sur cette relation avec Vadim et tout ça. Il a été pas seulement son amant, mais un petit peu un père de substitution, un Pygmalion. Enfin bon. Donc puis comme c'était son premier amour, ça dure quand même un petit moment, tu vois. Et puis à la fin, voilà, sur le tournage de Et Dieu créa la femme, elle rencontre Jean-Louis Trintignant. Donc elle passe à un autre homme. Et alors, elle cherche, si tu veux, la manière dont elle pourrait le mieux définir la qualité quand même de ce qu'a été de ce qu'a été Vadim, de ce qu'a représenté Vadim pour elle. Donc elle a une inspiration fabuleuse et elle nous dit c'est pas compliqué, qui a été Roger Vadim pour moi? Il a été l'homme qui a le plus compté dans ma vie. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, elle passe sur sa relation avec Jean-Louis Trintignant, qui dure moins longtemps, et qui et alors elle cherche, je sais plus pour qui elle le quitte ou si c'est lui, enfin je me rappelle plus très bien, mais la relation dure moins longtemps. Et là, elle cherche quand même un superlatif qui pourrait qualifier évidemment ce que Trintignant a représenté pour elle. Et elle dit, Trintignant, c'est pas compliqué, ce qu'il a été pour moi, ça a été l'homme qui a le plus compté dans ma vie. Et alors, j'imaginais, moi, au moment où je lisais ces mots, tu vois, je m'imaginais la gueule du pauvre Vadim, tu vois, en train de lire ça. Il était encore vivant à l'époque, le pauvre, aurait mieux valu qu'il meure avant, mais... Ouais. Et puis, les relations comme ça, les hommes vont s'enchaîner à un rythme toujours accéléré, tu vois. Et puis, défilent, je me rappelle plus, puis vous me passerez l'ordre, Jacques Charrier, dont elle a eu d'ailleurs un enfant. Attends, si mes souvenirs sont bons, Samy Frey. Ensuite, elle a été mariée aussi avec ce playboy allemand, la Gunther Sachs. Bon. Et puis ça défile comme ça de plus en plus vite. Et à chaque fois, on sent qu'elle cherche de quelle manière elle pourrait qualifier ce qu'a été la personne en question pour elle. Gunther Sachs, ça a été l'homme qui a le plus compté dans ma vie. Samy Frey, c'est pas compliqué. Samy, mais je l'adore. C'est l'homme qui a le plus compté dans ma vie. Jacques Charrier, mais c'est l'homme qui a le... Et ainsi de suite. Et puis, à la fin, on arrive pratiquement à la fin du livre. Son grand-père meurt. Il est curieusement assez peu question de son père. À Brigitte Bardot, il semble qu'elle ait eu une relation plus forte avec son grand-père. Et là, son grand-père meurt. Comment est-ce qu'elle va pouvoir qualifier ce que son grand-père a représenté pour elle? Je te le laisse imaginer, Robert. Non, tu ne trouves pas? Non, là, je suis... mais il faut monter en tension. Alors, ça y est, elle a une inspiration, et elle écrit mot à mot, mon grand-père, c'est le seul homme qui ait jamais compté dans ma vie. Et hop, les pauvres Samy Frey, Gunther Sachs, jusqu'à Roger Vadim, Trintignant jusqu'à Roger Vadim, effacés.
Tu vois, d'un coup de plume, comme ça. Ouais. Et là, tu te dis, on en a fini. Non. Non, Non, Robert. Jean, arrête. Non, Robert, parce que juste avant la fin, Ouais. un drame affreux survient. Sa chienne meurt. Ah ouais. Sa chienne meurt. Alors, comment elle va encore pouvoir monter en tension? Non, tu as une idée? Vaguement, oui. Et là, pour qualifier ce que cette chienne a représenté pour elle, elle trouve, là aussi encore, l'inspiration. Une femme qu'on peut jamais prendre en défaut. Ma chienne? Ah, c'est pas compliqué. C'est le seul être qui ait jamais compté dans ma vie. Voilà. C'est pas beau, ça? Oh, si, mon Jean. Voilà, les mémoires de Brigitte Bardot. En fait, je précise quand même, si ma belle-mère que j'adorais venait de décéder, il fallait que je fasse Paris-Mulhouse, tu vois, c'est quand même un voyage qui dure près de 5 heures. À la gare, c'est ce que j'ai trouvé, et je me suis dit, à l'épaisseur, ça devrait me faire le voyage. Voilà, j'ai pas été déçu. Bien, mon Jean. Voilà, Initial bébé. Allez, plus sérieux, ou à peine. Je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil à nos amis Christine et Raoul la semaine dernière, parce qu'ils nous ont vraiment offert une émission très très bonne, très très belle émission. Ouais. J'ai beaucoup aimé ces gens, tout ce qu'ils ont pu. Ils avaient encore beaucoup de choses à nous dire et tout. J'avais envie de leur faire encore un petit clin d'œil aujourd'hui, parce qu'on s'était pas trop concerté avant, et j'avais préparé moi aussi un papier sur José Guadalupe Posada, dont Raoul nous a parlé suffisamment pour que je le fasse pas ce jour-là, mais je vais quand même vous faire le petit paplard que j'avais proposé pour leur faire un clin d'œil à Christine et à Raoul. Salut Christine et Raoul. Voilà, on sait jamais, ils sont peut-être à l'écoute. Alors, José Guadalupe Posada, Robert, puisque tu me le demandes, c'est 1852-1913. Ouais, tu me cherches. C'est de l'histoire assez récente, contrairement à Peter Huyss. Hein. Ouais. Surnommé le Daumier mexicain, ça on l'avait pas dit la semaine dernière. Alors par qui Si, je crois que Raoul l'avait vaguement évoqué. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Enfin, j'ai entendu Daumier en tout cas. Ah, alors, voilà, surnommé le Daumier mexicain. José Guadalupe Posada, né un jour de fête au Mexique, ça aussi, ça m'a paru important. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est encore autre chose, mais voilà. C'est El Dia de la Candelaria, en fait, c'est ce qui correspond à la Chandeleur, chez nous. Aussi importante, il faut le préciser, pour les Mexicains que la fête des morts de novembre, dont on a abondamment parlé la semaine dernière. Le pays, en fait, pour donner l'environnement, le pays est profondément coupé en deux depuis la séparation de l'Église et de l'État imposée par Hidalgo. Posada se révèle dès son plus jeune âge, il faut le dire, c'est souvent le cas dans les histoires que je raconte, un dessinateur très très doué. À 19 ans, les premières caricatures qu'il publie dans un journal local sont très vite repérées, tu vois, et aussitôt censurées. Je peux pas vous donner les noms des journaux parce que ça m'est un petit peu sorti de l'esprit. Il doit fuir à Mexico. Il va travailler pour les grands journaux locaux d'opposition au gouvernement de Porfirio Diaz. Ça aussi, Raoul nous en a beaucoup parlé, qui tourne un peu, je vais pas dire au vaudeville, mais carrément à la dictature. Ces caricatures des riches et des puissants de son temps lui valent de devenir une cible pour les conservateurs, d'autant plus facile qu'il a pignon sur rue. Son atelier est une sorte de boutique, en fait. Tiens. Tiens. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, alors il vit dorénavant en fuite permanente. Il ne dessine pas, en fait, Posada, il dénonce. Ses créations embrassent tous les thèmes, tu vois, de son époque, critiquant violemment le pouvoir dans un pays qui, faut le dire, n'est pas encore très habitué à la démocratie. Ouais. Son œuvre mélange aussi bien les histoires vraies, tu vois, que les histoires fantastiques et légendaires que ce que l'on se raconte au Mexique. Si les artistes officiels n'ont pas reconnu en lui l'un des leurs, ceux dont il ne se souciait guère, quand je dis n'ont pas reconnu en lui l'un des leurs, c'est toujours vrai aujourd'hui. Ce dont il ne se souciait d'ailleurs pas beaucoup, c'est parce que son travail reproduisait la réalité de la vie mexicaine, la dureté du travail, la vanité des puissants, on l'a vu avec les calaveras, la souffrance des humbles. En 1988, il crée une nouvelle entreprise
à son compte avec sa compagne Maria de Jesus Vela. Je suis désolé pour l'accent, Raoul, tu me le pardonneras, hein, je fais pire en anglais, je te rassure. Et un nouveau magazine baptisé Les Feuilles Volantes, j'ignore le nom en espagnol, hein, qui sera distribué sur la voie publique pour la modique somme de 1/10 de peso, hein, et qui rassemblera pêle-mêle scandales politiques, drames familiaux et histoires sordides, hein, accompagnés des paroles des chansons populaires du moment. Une sorte de monde libertaire, en fait. Les chansons en plus. Hein. Ouais. C'est aussi à cette époque que le lithographe Santiago Hernandez crée les premières calaveras, hein, dont on a abondamment parlé la semaine dernière, hein, les squelettes dont Posada fera les personnages principaux de nombreuses gravures. Hein. Ces calaveras qui dansent, qui se battent, qui vivent sous nos yeux, hein, ce ne sont pas seulement des représentations des pauvres, hein, de la misère, de l'injustice, c'est le peuple mexicain tout entier. Hein. Les calaveras trouvent un accueil favorable auprès du public, qui n'a aucune prise, hein, évidemment. Enfin, ça reste vrai aussi bien au Mexique aujourd'hui, aussi bien au Mexique que chez nous, hein, sur les décisions politiques du pays. Ils sont comme un exutoire, tu vois, qui nous font douter des frontières entre la vie et la mort. Après une vie qu'on peut qualifier de mouvementée, hein, Posada meurt en 1913 d'une gastro-entérite aiguë. Et il est mis en terre dans une fosse commune, ça je crois que Raoul nous l'avait dit aussi, terminant son existence en squelette anonyme, parmi d'autres squelettes anonymes. Voilà. Mais il sera un modèle, hein, pour ses successeurs, et notamment pour tous ceux qui, comme Rivera ou Siqueiros, ont été attirés par le surréalisme. Il est même aujourd'hui considéré par beaucoup, hein, comme le précurseur de la peinture moderne mexicaine. Et oui. Aujourd'hui encore, ses dessins restent l'un des héritages culturels les plus importants de la nation mexicaine, hein, et il n'est pas rare de voir ses œuvres réutilisées pour des publicités et des couvertures de magazines. Voilà pour José Guadalupe Posada. Je mettrai un lien sur le blog de l'émission http://arracay.blogspot.com, soit vers une œuvre de Posada, soit vers un site qui lui est consacré. En français, je vous rassure, voilà. Et puis pour en finir avec le clin d'œil pour nos amis Christine et Raoul, je vais rappeler le nom de leur association. C'est Association pour l'estampe et l'art populaire. Hein. L'exposition des calaveras est terminée, mais d'autres choses vont venir, notamment la grande expo de printemps, dont j'espère ils reviendront nous parler au moment voulu. L'adresse de leur atelier, c'est 49 bis, qui, je le rappelle, se transforme régulièrement en lieu d'exposition pour promouvoir le travail d'autres artistes qu'eux-mêmes. Hein. Leur atelier, donc, c'est 49 bis rue des Cascades, c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Hein. Pour ceux qui l'ignorent, le métro, c'est Jourdain, le métro le plus proche, c'est Jourdain. Et puis leur site internet, après les W, c'est estampe-artpopulaire.com, art populaire en attaché, hein. estampe-artpopulaire.com. Et leur numéro de téléphone, vous pouvez les appeler pour discuter avec eux, hein, c'est 01 47 97 05 35. Voilà. Merci mon Jean. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arracay, la 125e, avec mon Jean dans le rôle éminent de hussard noir de la République, qui va tout de suite, je suppose, vous parler des expositions qu'il nous recommande toujours le mardi. Oui, ou à moins que tu fasses... que je parle. À moins que tu fasses les annonces de la traditionnelle de la FA, non?
Oh, je les ferai en dernier. Je préfère je préfère que tu continues quand même. C'est que les gens soient encore un peu concentrés sur ce que tu dis, parce que après je peux les égarer avec mes blablas sur les œuvres de la FA. Voilà mon Jean. Voilà. Et pour illustrer ce clin d'œil, le clin d'œil précédent à Christine Raoul, de l'association pour l'estampe et l'art populaire, et de l'exposition, de leur exposition sur les calaveras de Paris, en fait, le jour des morts à Paris, qui s'est terminé, je crois, ce dimanche, l'exposition. Piqué Cool, vous avez choisi un groupe de mariachi de Mexico, de la ville de Mexico, qui nous interprétait un grand classique de la chanson, enfin de la musique populaire mexicaine, El Jarabe Tapatio ou Tapacio, enfin je sais pas. Tapatio, voilà. Alors les expos à ne pas manquer. La première, c'est Arnulf Rainer, Victor Hugo. Ça, c'est à la maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges, dans le 4e arrondissement de Paris. Cette expo-là, elle est valable jusqu'au 15 janvier 2012. Voilà, boulimique d'images, hanté par la peur du vide. Je rappelle le comble du vide, deux miroirs qui se font face. Oui. Mais je ne sais plus de qui c'est. C'est pas de moi. Non. Pas de moi, mais je trouve ça assez fort. Tout à fait. Surtout quand tu as donné l'exemple de Sarkozy. De deux ministres UMP qui cherchent une idée. Oui. Boulimique d'images, hanté par la peur du vide, l'artiste autrichien contemporain, je précise, Arnulf Rainer, a étendu son champ d'intervention aux œuvres d'artistes anonymes ou de grands maîtres anciens ou modernes, dont il recouvre divers types de reproductions. Photographies, ça peut être des photographies, donc des photocopies, des pages de livres directement arrachées. En 1998, il commence à travailler à partir de dessins de Victor Hugo, recouvrant les œuvres du poète de peinture suivant sa pratique caractéristique de la surpeinture. C'est comme ça qu'il a baptisé ça. Vous donnez la traduction en autrichien ou en allemand, je suis pas capable. Il agrandit des détails, inverse certaines images, accompagne et transforme le geste de Hugo qui a précédé le sien. Je rappelle notamment les aquateintes, les eaux fortes chez Hugo, les aquarelles aussi, assez fabuleuses, qui sont qu'on peut considérer comme aujourd'hui comme des archétypes de l'œuvre du romantisme pictural. Ces œuvres conservées dans l'atelier de l'artiste n'ont été à ce jour que partiellement montrées au public, donc voilà, une expo à ne pas rater. Vous profiterez et de Arnulf Rainer, donc cet artiste autrichien contemporain, et de Victor Hugo, dont on ne se lasse pas malgré sa grandiloquence, parfois très affectée. Voilà. Et puis pendant que vous êtes, là je m'adresse aux plus anarchistes d'entre vous, pendant que vous êtes à la maison de Victor Hugo, donc dont je rappelle l'adresse, 6 place des Vosges, 75 004 Paris, l'exposition Louise Michel, ça c'est valable jusqu'au 8 janvier 2012. Voilà, malgré leurs divergences politiques, je rappelle que Louise Michel, l'anarchiste, et Victor Hugo, le républicain, se sont battus pour les mêmes causes, principalement le droit des enfants, le droit des femmes. Là, je rappelle le mot de Victor Hugo, une école qu'on ferme, c'est une prison qu'on ouvre. Le droit des enfants, donc le droit des femmes, la justice, l'égalité, l'éducation laïque et obligatoire. Voilà. Alors réalisé à partir des collections de la maison de Victor Hugo et de celle de la bibliothèque Marguerite Durand, avec la participation de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, l'exposition se décline en plusieurs thèmes. Louise Michel, poétesse romantique, républicaine, Louise Michel, républicaine sous l'Empire, et puis Louise Michel, combattante pendant l'année terrible, et éternelle révoltée. Voilà pour les 2 expositions de la semaine à ne pas manquer. Je vous ai simplifié le travail. Elles sont toutes 2
dans la même maison de Victor Hugo, place des Vosges. Voilà. Merci mon Jean, autant c'est un gré infini, et je pense que c'est pas mal de grouper comme ça des expos dans un même lieu. Il faudrait bien qu'ils s'en inspirent, enfin en tout cas que les gens qui préparent les expos nous consultent avant de les préparer, de manière à ce qu'on puisse leur indiquer des lieux qui qui permettent à nos auditeurs de pas crapahuter dans tout Paris pour aller voir une expo. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios, les plus rebelles des animateurs, et tout ceci et tout cela, faut pas déconner les mecs, je vais vous causer tout de suite dans le poste, ici même, et sans attendre, des œuvres de la FA dont on évoque ici chaque semaine, les turpitudes. Mon Jean? Oui, je voulais juste dire que c'était Christian Pacou. On a réussi à entendre cette chanson. Oui, on a du pot. Oui. Christian Pacou, jusqu'au bout. Voilà, c'était un Archima Blanche. Je pense que ça aura teinté agréablement dans l'oreille de bonne partie de nos auditeurs. Oui, voilà. Oui, même ceux qui sont pas trop sensibles à l'anarchie, c'est une belle chanson qui peut leur donner envie d'aller un peu plus loin dans leur approche de nos idéaux. Voilà, donc je vais vous causer tout de suite de notre radio que vous écoutez en ce moment même, présentement, comme on dit dans le peuple. Une radio qui émet sur 89.4 et qui est aussi sur le net, que vous pouvez trouver sur le net quand vous habitez à plus de 50 bornes de Paris, car nous émettons que dans la région parisienne, je crois, si je ne me trompe pas. Et que cette radio, qui est à la pointe du progrès technique, a besoin de vos thunes, c'est-à-dire qu'il faut gratter au fond de vos porte-monnaies raplapla, étant donné que c'est le bordel en ce moment dans l'économie, les finances et tout ce qu'on veut. On est tous quasiment en faillite, 10 millions de pauvres en France, au bas mot, qui gagnent moins de 900 € par mois. Je pense que beaucoup de nos auditeurs doivent être dans ce cas-là, ou s'ils ne le sont pas encore, ils vont bientôt l'être.
Ça, c'est pour vous donner de l'espoir dans l'avenir, dans les lendemains qui déchantent, voilà. Donc, Radio Libertaire, effectivement, ne fait pas la manche, mais vous rappelle que une radio associative comme la nôtre, qui ne fait pas de publicité, comme on vous le rappelle à chaque fois, ne compte pour s'équiper ou faire la maintenance de ses équipements que sur votre générosité, même si elle n'est pas une générosité de prince, comment dirais-je, de république ou de dictature plutôt pétrolière, ça fait rien. Simplement la carte d'auditeur, 20 €. Vous voyez, ça c'est 20 € par an. Bon, je sais que pour certains c'est quasiment mission impossible, mais pour ceux qui peuvent ou qui peuvent plus, eh ben ils seront les bienvenus. D'ailleurs, nous éditons aussi un petit papier que vous pourrez aller à Les Républicains. Vous pouvez trouver à Les Républicains, qui est une souscription, enfin pour ceux qui commencent, qui maîtrisent toutes ces choses-là en tout cas. La carte d'auditeur 20 € ou alors à faire, je sais pas comment on dit, souscrire, oui, une espèce de rente pour la radio. Voilà. Pour pouvoir maintenir un bon niveau d'écoute, en tout cas quand les CD veulent bien être lus par le lecteur de CD. Et puis nous avons aussi notre libraire Publico, dont Jean vous parle tous les mardis à propos des textes qu'il vous lit, et il vous indique les ouvrages dans lesquels il a puisé pour pouvoir vous raconter ces belles histoires. Là, les libraires Publico, qui comme toutes les librairies militantes, mais les libraires généralistes aussi ont les mêmes problèmes face aux grandes surfaces, à toutes ces immenses complexes commerciaux qui bradent pas parce qu'il y a un prix quand même fixe du livre. Enfin bon, quand les gens ont acheté leur saucisson et leur pain de mie, ils passent pas à proximité des livres, et ils peuvent évidemment y faire un tour et en acheter. Bon, enfin, ça explique pas tout, hein. Il y a aussi probablement moins de gens qui aiment lire, ou voilà. Bon. Puis les livres, que ça coûte quand même un peu d'argent, surtout si on en lit un peu plus de 1 par an, ça commence à coûter. La librairie Publico, donc, n'est pas tout à fait bien dans ses baskets, comme je le rappelle, toutes les librairies militantes particulièrement. Et donc, elle aussi, elle n'a pas besoin que vous lui filiez des thunes, mais que vous alliez dans son local et que vous baladiez dans ses rayons. Et éventuellement, si vous avez des achats à faire, bientôt les fêtes de fin d'année, vous pouvez y faire vos emplettes pour faire vos cadeaux, etc., de bouquins, de CD, de t-shirts, de sweatshirts, d'une bimbeloterie qui permet à cette librairie d'avoir la tête un tout petit peu hors de l'eau. Et puis en même temps, c'est un lieu vraiment convivial avec des permanents qui sont très compétents, qui peuvent vous conseiller si vous en avez besoin, vous suggérer des choses, des lectures, ou peu importe, enfin, ce que vous avez envie de leur demander ou avez envie de leur dire, enfin, ils sont à l'écoute. Pas de souci pour ça. Puis, le Monde Libertaire, l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste, la voix de la Fédération anarchiste, écrite, parce qu'on a la voix de la radio, et on a aussi la voix écrite, un magazine qui, comme tous les magazines militants, révolutionnaires, a lui aussi des difficultés pas tant d'un manque de lecteurs, bien qu'il soit pas non plus... on n'a pas des millions de lecteurs, on diffuse pas des millions de magazines, mais surtout, il a une pression constante de Prestalis, le distributeur de la presse, hebdomadaire ou quotidienne, qui pour l'instant n'est pas encore arrivé à ce qu'il voudrait, c'est-à-dire à réduire, si vous voulez, la presse révolutionnaire qui tire pas à des millions d'exemplaires, ça l'intéresse très peu. Donc ils essayent de l'éliminer de leur circuit en imposant des règles. Enfin bref, je vais pas vous faire une conférence là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais quand même, il y a des difficultés pour la presse révolutionnaire en général, et pour le Monde Libertaire aussi. Le Monde Libertaire dont l'équipe rédactionnelle est non plus
pour éditer un magazine comme ça dans la presse privée, vous avez une trentaine de personnes ou une quarantaine de personnes qui sont dans la rédaction. Là, ils sont 3. Donc, ils ont un travail, beaucoup de travail, et il y en a, bon, pour vous dire que c'est pas, on s'amuse pas, c'est pas pour payer des permanences, c'est pas pour avoir un train de vie supérieur, un magazine avec une couverture sur papier brillant. Donc, ce sont pas des termes très professionnels, mais bon. Vous n'êtes pas des professionnels, donc vous pouvez vous en contenter, je suppose. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le Monde Libertaire, qui est en kiosque tous les mardis, dans quelques kiosques de la capitale, pas assez à notre goût, mais bon. Et aussi à la librairie Publico, 145 rue Hamelot, il y a un dépôt de presse. Et aussi, si vous passez par la librairie Publico, vous pouvez prendre un abonnement. C'est vrai que d'être abonné à un journal, ça sécurise un peu sa parution. Voilà. Vous y trouvez des articles comme l'édito, que je vous lis. Je vais essayer de vous lire maintenant régulièrement tous les mardis. Sur ce numéro, vous avez dans l'actualité un article sur la lutte rébarbatif mais impératif, sur les 116 emplois menacés à Hélios-Créteil, une imprimerie historique de la presse quotidienne et hebdomadaire. Il y a aussi un article sur la météo syndicale qui est toujours un petit peu dans le gris, une chronique appelée la chronique néphrétique, des brèves aussi, un article sur l'accès à l'IVG, Rennes sous le soleil antinucléaire, vers l'autogestion de l'énergie, la dette c'est le vol, sur la prostitution à Belleville, à l'international Israël-Palestine, Europe-Afrique, ça branle dans le Manche, l'Espagne encore est toujours en lutte, sur le podkinisme gladiateur de l'ère nucléaire, l'histoire répression de l'anarchisme en Russie, à lire à voir situationnisme moderne, auriez-vous crié « Hey Hitler ?» Et un truc très intéressant, Courbet rencontre avec Proudhon, qui est une pièce de théâtre qui est bien restituée par un des chroniqueurs ou des pigistes du Monde Libertaire, qui donne envie vraiment de la voir et qui montre comment un philosophe anarchiste peut être complètement à côté de la plaque quand il rencontre un peintre anarchiste comme Courbet. Pourtant, c'était 2 amis. Et puis, les histoires du mouvement, le Salon du Livre Libertaire de Florence, et Jean-Bernard Puy, Bois du Rouge, voilà. Avec l'agenda de Radio Libertaire sur le Monde Libertaire, toutes les semaines, le mardi, en kiosque et à la librairie Publico. Bon, Jean. Voilà, bon, on va se terminer tranquillement. On va quand même se passer une petite zik avant, puis on dira au revoir après, non? Qu'est-ce qu'on se passe comme petite zik? Michel Bernard, au cimetière de Levallois. Michel Bernard au cimetière de Levallois, que je regarde. Pour dire au revoir. Oui, non, Jean, mais bien sûr. Mais je regarde où c'est. Ah, voilà. C'est là. D'accord, je la mets en place. Voilà. Et je vous l'envoie en vous disant salut. Merci de nous avoir écoutés. Pardon pour tous les petits bugs qu'il y a eu, mais on n'a pas eu de peau avec avec 2 CD. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, comme Jean et moi ne sommes pas vraiment des techniciens avertis, et que notre technicienne de choc est au chagrin quelque part dans Paris. Pas de peau. Mais bon, ça sera mieux la prochaine fois, puisqu'elle sera là. On suppose. Salut à tous.